Bon, donc on va passer au clou de la soirée, si on peut dire, c'est-à-dire au rapport, oui, non, je vois que ça, non, au rapport d'orientation budgétaire. Alors, vous avez reçu donc le support vous l'avez reçu en entier. Je voudrais remercier ceux qui nous ont fait cet excellent document qui, vous le remarquez, est assez épais parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont évoqués et qui sont détaillés, même tout simplement parce que c'est ce qui est demandé par la loi, hein, tant que je sache. Donc je remercie bien sûr Madame Greffeuil, la directrice des finances, mais aussi son adjointe Agnès Leponcin qui a bien bûché là-dessus aussi, et le résultat est là, ainsi que vous avez vu qu'il y avait des aspects de ressources humaines, donc le directeur des ressources humaines, Thierry Tamburini, a aussi donc travaillé pour constituer ce document. Alors, je vous propose de faire comme les autres années, c'est-à-dire qu'on va, Fabrice Vega va vous donner lecture des grands thèmes que vous avez dû voir et qui sont dedans. Ensuite, ceux qui veulent poser des questions poseront toutes leurs questions et je répondrai, nous répondrons selon le cas, globalement à tous, et puis on s'en arrêtera là. Je donne aussi le principe. Donc oui, les questions, c'est pas encore là. Non, mais je veux bien, mais en fait, le problème, c'est que c'est vous le rapporteur, c'est pas Monsieur Vega, c'est écrit dessus. Mais je veux bien le rapporter quand j'ai dit. Rapporteur, Madame le maire. Oui, eh ben, je viens de vous en parler. Vous voulez que ce soit moi qui lise la note? Bon, je veux bien, je sais lire hein, aussi quand même, hein, jusqu'à preuve du contraire. De toute façon, non, les questions, on ne pourra pas les poser à Monsieur Vega. Et ensuite, on verra les questions qui se posent. Hein. Alors, vas-y. Oui, oui, bien sûr. Merci, Madame le maire. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez pris connaissance du rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2019 qui vous apporte tous les éléments disponibles pour vous éclairer sur le contexte des finances locales, la situation financière de la commune et les projets d'investissement. Je souhaite souligner quelques points essentiels à retenir dans ce rapport. Tout d'abord, il faut noter que pour la première fois et depuis quelques années, la loi de finances 2019 fixe le maintien de la dotation forfaitaire au même niveau qu'en 2018, après une baisse considérable entre 2013 et 2017. C'est un élément important car, pour rappel, entre 2013 et 2017, la dotation globale de fonctionnement a été imputée de 1,6 million d'euros. Depuis plusieurs années, cette baisse de dotation entraîne une réduction des capacités d'intervention des communes sur leur territoire. Ensuite, après les dernières évaluations des charges des compétences transférées, l'attribution de compensation a été réduite de 2,2 millions d'euros. Or, je vous rappelle que la commune continue d'exercer certaines compétences pour le compte de la métropole pour une durée d'1 an supplémentaire. Et il faut bien le souligner, la commune effectue les dépenses nécessaires à l'exploitation de ses services publics et se fait rembourser par la métropole. Mais malheureusement, pour le moment, les délais de remboursement sont longs et impactent notre trésorerie. Cette situation pèse évidemment sur le budget communal. Il convient aussi de faire un point concernant la fiscalité locale. En 2019, vous le savez, l'exonération de la taxe d'habitation sera appliquée à 80% des foyers assujettis. Même si l'État s'est engagé à compenser cette perte à l'euro près, nous ne savons pas à ce jour quelle sera la ressource de remplacement. Une loi spécifique devrait arriver au premier semestre pour éclaircir cette situation. Nous constatons donc que les collectivités perdent en partie leur pouvoir de taux sur la taxe d'habitation. Toujours concernant la fiscalité locale et dans la continuité d'une stratégie de modération, en recherchant l'équilibre entre l'impôt, le cofinancement des services publics par les usagers et l'emprunt, nous avons décidé cette année, comme l'année précédente, de ne pas augmenter les impôts. Et toujours dans la même démarche, nous avons souhaité que les tarifs de la plupart des services publics ne subiront pas d'augmentation cette année. Concernant la santé financière de notre ville, pour l'exercice 2018, puisque dans ce rapport, il vous est donné une tendance du compte administratif 2018, vous avez pu constater que malgré le contexte budgétaire tendu, grâce à la poursuite de notre plan d'économie, notre épargne nette est en augmentation. Et d'ailleurs, au niveau de notre dette, elle reste faible et saine, avec un taux moyen de 1,74%.
Je tiens à le souligner, cette dernière ne présente aucun produit toxique et reste encore très en dessous de la moyenne des villes de même strate. Concernant maintenant notre masse salariale, je tenais à souligner qu'elle reste contenue avec une légère augmentation de 0,65%, et ceci en dépit de nombreux facteurs aggravants issus des différentes réformes et revalorisations. Je souhaite souligner également ces excellents résultats qui témoignent d'une stratégie de gestion qui porte ses fruits. Je souhaite vous rappeler néanmoins que les charges de personnel sont le reflet du service public offert à la population, que la commune exerce toutes les compétences en régie et que le territoire communal est parmi les plus étendus de la commune des Bouches-du-Rhône, ce qui implique d'avoir une capacité d'intervention dimensionnée. Les investissements réalisés en 2018 représentent 8 millions d'euros et ceux-ci ont été autofinancés à 100% grâce notamment à une politique active de mobilisation des subventions de nos partenaires. Je rappelle aussi que 2 opérations très importantes en 2018 ont été conduites avec la requalification des cadeneaux et la réalisation du parking au square Jean Moulin à la Gavotte. Pour ce qui concerne maintenant les orientations budgétaires en investissement pour l'année 2019, le projet phare du mandat, la requalification du quartier de la Gavotte, est entré en phase opérationnelle. Les travaux vont démarrer le mois prochain avec le terrassement et le gros œuvre des bâtiments groupes scolaires et IDTech. La durée prévisionnelle des travaux sera de 19 mois. Mais vous constaterez aussi que ce projet ambitieux et structurant pour ce quartier n'est pas le seul et que la commune maintient ses efforts sur plusieurs autres secteurs pour améliorer le cadre de vie des Pénois. En effet, en matière de sécurité, il est prévu de réaménager les locaux de l'ancienne caserne des pompiers pour y installer la police municipale, dont les locaux actuels sont vétustes et sous-dimensionnés, et de créer un pôle sécurité. Les études ont commencé en 2018 et la phase de travaux est prévue pour l'année 2020. De plus, la deuxième phase de déploiement de la vidéoprotection dans les écoles est également programmée en 2019. Comme les années précédentes également, nous poursuivons nos efforts en faveur des groupes scolaires. De la même manière, un effort va être fait sur les écoles aussi et les crèches avec différents travaux de rénovation et la poursuite pour les groupes scolaires du déploiement des classes numériques. En parallèle, comme chaque année, les travaux de mise aux normes de l'éclairage public, d'amélioration des équipements sportifs, de sécurisation de la voirie et de rénovation de nos habitants vont se poursuivre. Pour conclure, vous l'avez donc compris, nous avons la volonté de gérer le budget de notre commune de manière saine, transparente, le plus équilibrée possible et toujours au service de l'amélioration du cadre de vie des Pénois. Je vous remercie de votre attention. Bon, donc j'écoute vos questions. Voilà. Oui, au vu de ce nouveau débat d'orientation budgétaire, nous constatons au niveau national, grâce à l'Europe des banques que vous soutenez, à nouveau une croissance très faible avec une dette publique équivalente à 100% du produit intérieur brut, la suppression de la taxe d'habitation, la baisse considérable des dotations de l'État. On se demande alors vraiment comment vous allez pouvoir financer notre commune. De plus, les bases fiscales ont augmenté pour la taxe d'habitation. Vous avez perdu 4 millions d'euros de ressources depuis 2014 et les Pénois devront encore se serrer la ceinture. Logiquement, les dépenses d'investissement reculent de 1 million d'euros par rapport à 2017. Les recettes baissent de 2 millions d'euros par rapport à 2017. Le tout avec environ 7 millions d'euros de dettes au Pen Mirabeau. Bien sûr, vous allez nous dire que c'est moins pire que chez les autres, trop facile. La politique macroniste que vous soutenez ralentit nos investissements au niveau de l'école du quartier de la Gavotte, du pôle de sécurité, des groupes scolaires et des crèches. Tout cela au détriment des Pénois. Alors ne vous plaignez pas, assumez. En revanche, les Pénois sauront faire entendre leur désaccord dans les urnes sur cette politique d'austérité que vous soutenez. Merci pour cette présentation. Du coup, plusieurs points, monsieur le responsable des finances de la commune. Vous avez évoqué plusieurs choses. La première, vous avez dit, je vous cite, grâce à notre plan d'économie, notre épargne nette est en augmentation. Effectivement, vous avez raison. Ce sont des données qui sont réelles puisqu'elles sont exposées dans ce débat d'orientation budgétaire. En parlant de débat d'orientation budgétaire, je vous rappelle que c'est une procédure qui nous permet de pouvoir amender
de pouvoir modifier la vision budgétaire que vous nous présentez ce soir. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas une vision qui sera inscrite dans le marbre dans les minutes qui suivent, mais que vous pouvez être à l'écoute des propositions qui seront faites par l'opposition. Et c'est la raison pour laquelle... On vous écoute, Merci. justement. Et c'est la raison pour laquelle nous n'allons parler que de local et pas de national, comme certains membres de l'opposition peuvent faire. Effectivement, nous avons une épargne qui augmente. Et du coup, c'est un point qui nous questionne. Nous avons une épargne qui augmente. Mais du coup, c'est une question qui nous taraude. Dans le sens où, aujourd'hui, à qui bénéficie cette épargne ? Il y a quelques mois encore, nous vous avions questionné sur le fait que nous avons reporté 10 millions d'euros sur l'année suivante, soit un tiers de notre budget. En l'espace de quelques mois, vous nous annoncez que nous sommes capables d'augmenter notre épargne. Vous nous annoncez que nous reportons 10 millions d'euros. Nous avons donc de l'argent qui est disponible dans les caisses. Si notre épargne augmente, c'est parce que nous avons des recettes qui sont plus grandes que nos dépenses. Du coup, nous vous proposons de faire bénéficier aux Pénois cet argent et pas de le faire partir dans des reports et nous ne savons où. Nous vous proposons plusieurs choses. Vous avez dit, Monsieur Vega, que les impôts n'augmenteront pas en 2019. C'est vrai et faux. C'est vrai puisque la commune n'augmente pas les impôts, mais c'est faux puisque c'est bien noté dans le débat d'orientation budgétaire, l'État va augmenter les bases. Ce qui veut donc dire que l'impôt des Pénois va augmenter approximativement de 250 000 euros. Notre épargne augmente. Première proposition que nous vous faisons, c'est d'annuler l'augmentation des impôts que fait l'État au travers d'une baisse des impôts de la ville d'Épène-Mirabeau, car nous avons la capacité financière de le faire. Deuxième chose, Monsieur Vega, il faut que l'argent et que l'épargne et que les reports d'un tiers de notre budget servent aux Pénois. Nous vous proposons plusieurs choses. Dans votre débat d'orientation budgétaire, et encore une fois, il peut être amendé, et nous espérons vraiment que pour l'intérêt de tous, il soit amendé ce soir, vous évoquez que des travaux sont prévus pour les crèches avec la rénovation intérieure de la crèche de la Renardière. Monsieur Vega, s'il vous plaît, allons jusqu'au bout des choses. Foncez. Ce n'est pas une rénovation intérieure qu'il faut faire pour la crèche. Utilisons les beaux mots, il faut raser et reconstruire. C'est un préfabriqué, cet endroit. C'est un endroit où nous ne pouvons plus accueillir des enfants dans de telles conditions. Donc nous vous demandons ce soir de modifier l'orientation que vous avez engagée sur la crèche de la Renardière et de ne pas refaire les peintures intérieures, mais bien de casser et de reconstruire. Là, les Pénois en profiteront. D'autres propositions que nous pouvons vous faire, c'est par exemple la réfaction urgente de l'église du village d'Épène-Mirabeau. N'oublions pas que les murs de l'église, le bâtiment, fait partie du patrimoine de la ville et qu'il appartient à la ville d'Épène-Mirabeau. Vous nous avez dit tout à l'heure que nous avions une épargne qui augmentait parce que nous dépensons moins que ce que nous engrangeons. Faisons profiter les Pénois. Il y a plein de travaux sur lesquels vous pouvez avoir l'unanimité de la population. L'aire de retournement du chemin de Marthe. Régler les problèmes d'inondation à la Gavotte. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut investir. Donc nous vous demandons ce soir de faire évoluer ce débat d'orientation budgétaire et d'enfin donner un sens, c'est vous qui avez dit, la stratégie de gestion qui porte ses fruits. Quelle est votre stratégie de gestion? Expliquez-la nous, s'il vous plaît, puisque nous ne la comprenons pas. Faites profiter des Pénois la gestion financière pour pas que l'argent parte, nous ne savons. Merci. Serge ? Oui, moi je suis un groupe qui mêle souvent, parce que c'est impossible, qui mêle le national au local. La preuve en est que les gouvernements successifs qui ont donné pas des coups de rabot, qui ont donné vraiment des coups de ciseaux aux dotations, c'était quand même pas tombé du ciel, donc on les a condamnés en son temps, on le condamnera tout le temps. On ne peut pas couper la politique au sens noble du terme en tranches de saucisson. Là, c'est du national, là, c'est de la région, là, c'est local. C'est impossible. Moi, simplement deux remarques. À la page 9, vous écrivez que la réforme de la taxe d'habitation commence à peser.
Et à la page précédente, vous dites, et puis vous l'avez dit, et puis j'ai entendu moi aussi, même y compris le chef de l'État, l'État s'est engagé à compenser par dégrèvement la perte de la taxe d'habitation auprès des collectivités. Donc s'il s'est engagé et s'il doit le faire, je ne comprends pas trop en quoi ça doit peser cette question de taxe d'habitation. Après, j'avais noté, ouais, surtout par rapport aux effectifs, je vois quand même qu'il y a 32 agents non titulaires sur emploi permanent. Moi, j'aimerais peut-être avoir un petit peu des explications. Pourquoi, il y a peut-être une raison, hein, pourquoi sur des emplois permanents, on maintient des non titulaires. Et puis, vous prévoyez, et puis vous le prévoyez parce que certainement que les chiffres sont bons, quoi, qu'il y a 14 agents qui vont partir, quoi. Et j'ai lu, si j'ai bien lu le texte, on prévoit d'en remplacer 7. Voilà, bon, moi je suis partisan, et vous le savez, non pas pour peindre la girafe, mais je pense que les emplois, on ne peut pas continuer à les diminuer comme ça, sous peine de voir, mais comme on le voit maintenant d'ailleurs, il y a des quartiers qui ont pris en photo le cantonnier, il y a longtemps qu'ils ne le revoient pas, et ainsi de suite, quoi. Et puis dans les travaux, j'ai noté, bon, alors ce n'est pas des gros travaux, mais moi j'aimerais aussi, puisqu'on peut peut-être faire évoluer, il y a longtemps qu'on demande que Attino Rossi, alors je sais que ce n'est pas peut-être une mince affaire, mais que Attino Rossi, l'acoustique soit mis au goût du jour d'aujourd'hui, parce qu'on hésite à faire venir des grands groupes, parce que l'acoustique n'est pas bonne, quoi. Voilà. J'avais noté Jean Roure, mais bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Sur la Renardière, bon, j'ai bien noté, oui, moi aussi, je trouve que la crèche de l'Arnière, bien sûr, c'est un préfabriqué, mais il ne s'agit pas de repeindre dehors, il s'agit sur le projet de rénover l'intérieur de la crèche. Voilà. Mais je pense que pour aller au bout du bout, effectivement, je pense que ça vaut le coup. Bon, alors peut-être on n'est pas prêt maintenant, mais de faire quelque chose de neuf. Alors c'est pas parce que j'habite à la Renardière et j'y ai pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment vieillot. Comme je le compare pas, mais comme le chalet au Barloin. Voilà. Merci. Bon, donc on va reprendre les questions qui ne se recoupent pas tout à fait. Bon, je n'ai pas tellement bien compris quel était le questionnement de M. Fuzon. Alors peut-être que je suis un peu bête, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'on fait du financement? L'investissement baisse, on serait dans une période d'austérité. Bon, ce n'est pas tellement ce qu'on ressent, hein, puisque ce n'est même pas du tout l'objet des questions de vos collègues. Bon, la seule chose, c'est qu'effectivement, si l'investissement baisse un peu dans ce qui est donné, bon, les projets, de toute façon, sont soumis aux aléas de leur développement de projet. Bon, je veux prendre un exemple un peu classique. Quand on a, je ne sais pas combien de lots dans un marché et qu'il y en a les 3/4, sinon les 7/8 qui sont infructueux, eh bien, on relance et donc on perd du temps. On perd du temps sur la réalisation du projet. Et ça nous est quand même arrivé, n'est-ce pas, Dominique, récemment encore. Donc ça, on ne peut pas le gérer d'avance, mais ça a un impact sur l'investissement. Ce qu'on ne fait pas, on ne le paye pas, on le payera après. Hein, ça, c'est évident, ça. Alors, Serge, sur ce qu'est la taxe d'habitation, eh ben, de toute façon, si on a bien compris, Nadia me dira le contraire si ce n'est pas ça, c'est que la compensation sera sur le produit 2017 déjà. Et donc, la dynamique des bases qu'il y a, parce que cette dynamique, comme ça a été dit tout à l'heure, bon, ben, d'un an à l'année suivante, c'est les bases de l'État qui augmentent en général. Bon, donc là, on n'en profitera pas, c'est-à-dire qu'on sera remboursé parce qu'on a notre manque à gagner maintenant. Hein, donc ça, c'est ce qu'on sait maintenant. Ce qui n'est pas encore fait, hein, mais enfin, ça, c'est ce qu'on sait. Donc ça, c'est comme ça. Tu nous as parlé aussi des emplois permanents et des emplois non titulaires. Alors ça, j'allais dire, les emplois dits non titulaires, c'est la plupart du temps du personnel que nous avons à temps partiel et qui, s'ils n'avaient pas ces emplois, ils n'auraient rien, hein, je dis franchement, et en particulier dans l'éducation, parce que bon, dans l'éducation, nous, on n'a pas des gens qui ont les horaires exacts, je dirais 8h midi, 2h, 6h, on a les gens qui sont avant, au milieu, à la pause méridienne et le soir. Hein, donc, y compris ceux qui ménagent, il n'y a pas de honte à ça. Et donc, c'est ces gens-là qu'il est difficile
difficile d'embaucher de manière définitive parce que bon, je veux dire, le besoin peut varier aussi selon les périodes de l'année. Pendant les vacances, ces gens-là, malheureusement, bon, on essaye de les faire travailler au centre aéré ou tout ça, on ne les met pas dehors, hein, mais c'est un peu difficile à gérer, d'où des gens qui sont en emploi non permanent. Alors on fait ce qu'on peut, hein, donc, qui sont non titulaires. Enfin, c'est l'emploi non permanent, mais en fait la conséquence c'est d'être non titulaire. Alors, donc pourquoi j'ai marqué qu'il y avait, tu vas parler d'un effort de gestion, là ça je ne sais pas trop ce que tu voulais dire par là, Serge. Tu n'as pas dit ça. Eh bien, j'ai écrit ça, c'est ce que j'ai compris. Alors, écoute, bon. Bon, par contre, bon, sur les deux cas particuliers, bon, Tino aussi, si on veut changer le son, c'est pas seulement en changeant ce qu'on a déjà fait, je crois, par le passé, les murs, c'est les murs, enfin, tout au moins la couverture des murs, ça fait pas tout. Alors, sinon aussi, il y a bien des défauts, mais enfin bon, il y a quand même des, je vais dire, pour certains spectacles, quand même, la sonorité n'est pas trop mauvaise par rapport à l'ancienneté de la salle, quoi. Enfin, c'est pas pour la défendre, mais tout de même. Je sais pas, tu voulais dire quelque chose? Oui? Non, mais si c'est sur ce point, vas-y. Oui, bon. Bon, je vais répondre quelque chose sur la crèche de la Renardière. Le fait de réhabiliter son intérieur, c'est le minimum qu'on peut faire tout de suite. Après qu'il faille la raser, moi je veux bien, mais seulement pour la raser, il faut en avoir une autre pour mettre les petits. Hein, voilà. Donc ça ne se fait pas quand même de manière immédiate. Eh bien, on est en train de prévoir, mais pour le moment, on ne peut pas le faire. Et il faut quand même, j'allais dire, il y a un engagement financier, c'est-à-dire qu'il faut faire une nouvelle crèche ailleurs, donc il faut savoir où on la met par rapport à la précédente, parce que dans le fond, les gens qui sont là, enfin les enfants qui sont là, ils habitent a priori le quartier, enfin je pense. Bon, après, il y a des crèches, une crèche qui est prévue à Balyères. Bon, est-ce que c'est elle qui peut faire je le dirais, comment ça s'appelle, le tampon, ou le tampon momentané, parce que ça n'empêche pas de reconstruire, parce que de toute façon, les crèches, je crois qu'on peut en construire indéfiniment, parce que bon, des petits, il y en a partout, et donc il faut bien qu'on les abrite. Sauf que je voudrais quand même rappeler que dans nos dépenses de fonctionnement dont vous n'avez pas trop parlé, peut-être, bon, dedans, il y a tout ce qu'on fait qui n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire d'avoir des crèches municipales, il n'est pas obligatoire d'avoir des cantines, il n'est pas obligatoire d'avoir des centres aérés municipaux. Je précise bien municipaux, parce que ce qui est privé, ça, c'est pas possible. Mais bon, ça, c'est pas notre politique. Hein, parce que, bon, d'abord, parce que les gens en ont besoin. Ça fait partie du confort de vie, ça fait partie de la politique des enfants et de la jeunesse, mais il faut bien réaliser que ça coûterait moins cher en fonctionnement de ne pas le faire. C'est évident, bien sûr, entre le personnel et les locaux, bien sûr. Bon. Alors, on ne va pas vers ça, mais enfin, je tiens à le faire remarquer. Tout à l'heure, alors qu'est-ce que je n'ai pas répondu? Ça, oui. Ah oui, voilà, l'épargne. Alors, l'épargne. On vous a bien expliqué un conseil dont je ne me rappelle pas la date, qu'on avait fait une politique de vente, de valorisation de notre patrimoine et on avait effectivement mis de côté de l'argent. Il faut bien dire ce qu'il y a, donc on peut l'appeler l'épargne, c'est exactement ça. Mais on l'a mis de côté parce qu'on va le dépenser pour la rénovation du quartier, pour la requalification du quartier de la Gavotte, tout simplement. En grande partie, tout au moins. Parce que bon, on fera nos comptes le moment venu. Mais voilà, donc c'est pas perdu pour les Pénois. Puisque c'est, je dirais, une requalification qui n'est pas qu'une requalification de quartier, parce que je voudrais rappeler quand même que l'IDETEX, c'est un équipement qui servira certes aux gens de la Gavotte, mais qui est pour la commune quand même, qui est un bel équipement qui, effectivement, est en train de commencer. Enfin, je ne dis pas sortir de terre, parce qu'il faut d'abord faire le trou pour mettre les fondations, quoi, mais hein, il faut d'abord s'enterrer. Bon, qu'est-ce que c'était? Voilà, non. Est-ce que j'ai répondu à tout? Ben, c'est à vous de le dire. Ah oui, non, mais je voulais être sûre que j'avais répondu à ce que... Bon, oui, Michel, Amiel, monsieur le sénateur, plutôt. Michel, c'est très bien. Oui, monsieur Amaro disait gouverner, c'est prévoir. Ben, moi, si je peux me permettre, je vous félicite d'avoir prévu justement des échéances financières à venir. Je m'explique. On ne peut pas dissocier le local du régional et du national. On ne peut pas.
C'est peut-être le seul point sur lequel je serai d'accord avec monsieur Fuson. Moi, je dis monsieur, il m'appelle sèchement Amiel. Moi, je dis monsieur par politesse, question de génération. Effectivement, aujourd'hui, le national, c'est une dette abyssale. Alors, on peut aimer, on peut détester Macron, c'est pas le sujet. Cette dette, à un moment donné, il va bien falloir la payer et tout le monde devra faire des efforts pour la payer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça a d'ailleurs commencé et effectivement, Monique, tu as rappelé avec Fabrice les 2,2 millions de baisse de dotation de l'État que nous avons dû encaisser et que vous avez su faire. Alors, les capacités financières de baisser les impôts, très clairement, ce serait une profonde erreur. Bravo déjà de ne pas les augmenter, mais les baisser serait une profonde erreur. Pourquoi ? Parce qu'il va bien falloir encaisser la suite de ce qui va se passer au niveau national. Mais il y a un autre point qui n'a pas été abordé dans ce débat, et j'ai envie de le faire, c'est la question de la métropole. Alors la métropole, c'est pareil. On est pour, on est contre. Nous, on a été contre, on se l'est fait imposer. Maintenant, on est dedans. Mais il y a un point sur lequel j'attire votre attention, c'est la notion d'attribution de compensation. L'attribution de compensation, c'est ce que la métropole rend aux communes sur la base de ce qu'elle avait l'année N-1 où elle y était rentrée. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais enfin c'est ça. Dans les Bouches-du-Rhône, il faut savoir que l'attribution de compensation est très importante. C'est-à-dire que la métropole rend, toute proportion gardée, beaucoup d'argent aux différentes communes qui la constituent. Et ça, à un moment ou à un autre, si on veut avoir une vraie politique métropolitaine, quelle que soit la couleur qui dirige cette métropole dans les années à venir, elle baissera forcément. Elle baissera forcément, cette attribution de compensation. Je me suis amusé à les regarder, les attributions de compensation dans les autres métropoles qui existent déjà, comme bon, Lyon est un cas un peu à part, mais enfin Bordeaux, Nantes, enfin bref, les endroits où il y a une politique métropolitaine, on a des chiffres beaucoup plus bas. Et ça pourrait faire perdre, alors c'est un calcul à la louche, quelque chose comme l'ordre de 2 millions d'euros supplémentaires aux communes de strates d'environ 20 000 habitants dont nous sommes. Alors tu l'as rappelé, Monique, nous avons une politique obligatoire qui est ce qu'elle est, et puis des politiques facultatives qui sont plus qu'ambitieuses. Les cantines, nous avons voulu depuis toujours, depuis 2001 et bien avant, puisque c'est M. Mélan qui avait mis ça en place, garder des cantines en régie. Ça coûte beaucoup d'argent. Si on les supprime, allez, le compte est bon, ça fait 2 millions d'euros. C'est pas ce que veulent les Pénois. Bon, en tout cas, je vais, pour terminer sur une note plus amusante, parce que ce que je viens de dire, c'est quand même le vrai sujet. Gouverner, c'est prévoir, en effet. C'est prévoir des difficultés peut-être à venir et savoir avoir une gestion saine. Parce que baisser les impôts par un effet de manche extrêmement démagogique, je rappelle quand même que le taux des impôts des Pen Mirabeau est parmi les plus bas en matière de villes de strates de 20 000 habitants. Si on compare à Gardanne, par exemple, et je n'ai rien contre Gardanne, je prends cet exemple parce que c'est les deux villes voisines et à peu de choses près, on est dans le même nombre d'habitants. Les taux sont extrêmement plus élevés. Extrêmement plus élevés. C'est comme ça, ça a été des choix politiques. Nous, on a toujours eu un choix politique d'avoir une fiscalité modérée. Et les Pénois, ils ne s'y trompent pas. Alors c'est vrai, les élections approchent. Monique, tu as un avantage aujourd'hui, tu mènes une politique d'arbitrage. Tu n'es pas là en pensant à ta prochaine carrière politique, à ce que tu feras dans 20 ans. Tu es là pour gérer le quotidien. Et je ne suis pas là pour distribuer des bons points et des mauvais points, mais j'ai quand même le droit de dire ce que je pense de celle qui m'a succédé. Bravo pour ce que tu fais. Et là, pour le coup, je mets en contradiction la fameuse citation de Mirabeau, je me l'ai été griffonné dans son coin. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Mais j'ai eu ce bonheur de ne pas avoir succédé à un imbécile et de ne pas être remplacé par une incapable. Merci de ce que tu fais pour la vie. Merci Michel. Bon, donc le débat d'orientation budgétaire est enclos. Et non, il est clos. Eh bien, je l'ai annoncé qu'on posait toutes les questions, qu'on répondait, et que c'était fini.
Mais on a fait débat, on a parlé. Oui, et je vous l'ai dit d'avance. Donc, vous refusez à ce que nous posions une question dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire. Vous le refusez, Madame le maire? Je fais la police de l'Assemblée, je vous ai annoncé comment procéder, vous l'avez entendu. Oui, c'est un débat. Un débat, c'est un échange, c'est une discussion. Non, vous avez entendu qu'on posait les questions, vous avez posé des questions variées vous-même. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous me refusez de poser une question ou pas? On passe à la motion contre l'antisémitisme. Merci, vous me refusez cette question. Merci, Madame le maire.